Orateur magnétique, on a dit de lui qu'il était le député de l'Assemblée nationale qui maniait le mieux la langue française. Son éloquence légendaire a souvent ébranlé ses adversaires, surtout à la période des questions. Bonjour, M. Brassard. Bonjour, M. Morin. M. Brassard, vous êtes un indépendantiste de longue date, mais vous avez d'abord milité au sein de l'Alliance Laurentienne et du RN avant de joindre le PQ. Qu'est-ce qui vous attirait dans ces deux mouvements qui, il faut le dire, avaient quand même des différences? Bien, j'étais à l'Université de Sherbrooke. À l'époque, j'étudiais en pédagogie. On est en 59. Et j'étais déjà, on peut dire, nationaliste de l'école de Lionel Groulx, on pourrait dire. Et c'est à ce moment-là que j'ai assisté à une conférence de Raymond Barbeau. Raymond Barbeau, c'était le fondateur de l'Alliance Laurentienne, qui est le premier mouvement indépendantiste de l'époque contemporaine. Donc, ça a été créé, je pense, en 58. Alors, il vient faire une conférence à Sherbrooke. J'y vais avec plusieurs de mes collègues. Et là, j'ai vraiment été, comme on dit, acquis à la thèse et au projet de souveraineté du Québec. Je suis devenu indépendantiste dès ce moment-là. On disait à l'époque séparatiste. Je suis devenu séparatiste. Et je suis demeuré toujours. J'ai adhéré au RN parce que j'y retrouvais aussi l'essentiel de mes convictions souverainistes. C'était l'objectif premier et fondamental du RN. Alors, et donc, j'ai commencé aussi à militer dans le mouvement indépendantiste, le RN. Puis quand je suis retourné dans mon pays, au Lac-Saint-Jean, à Alma, pour y enseigner, j'y ai passé toute ma carrière d'enseignant. J'ai adhéré. Il s'est créé à ce moment-là une section du RN au Lac-Saint-Jean. J'y étais et j'ai continué à militer. Vous considérez-vous comme un indépendantiste pur et dur ou un modéré? J'ai toujours été un indépendantiste qu'on peut qualifier de modéré. Je suis un disciple à cet égard de René Lévesque, l'homme politique que j'ai admiré le plus dans ma vie, que j'admire encore, même s'il nous a quittés. Non, moi, je ne faisais pas partie de l'aile radicale ou de l'aile pure et dure. J'ai toujours été profondément indépendantiste, mais en même temps aussi pragmatique. Qu'est-ce qui vous a amené à militer au Parti québécois parce que vous étiez au RN au départ? Parce que le RN, on le sait, c'est un événement majeur dans l'histoire politique contemporaine du Québec. C'est fait à Rakiri, c'est dissous volontairement. Le Parti québécois avait été créé à partir du mouvement Souveraineté Association, puis le RN, le Rassemblement national de Gilles Grégoire, s'y est ajouté et ça a formé le Parti québécois. Le RN, les discussions ou les négociations qui ont eu lieu à ce moment-là entre le Parti québécois et le RN n'ont pas abouti. Donc, le RN n'a pas fait partie de la création, n'a pas participé à la création du Parti québécois. Il est resté RN. Et qu'est-ce qui vous a amené à poser votre candidature seulement en 76, parce que 70, 73, vous n'étiez pas là? J'étais présent, j'ai participé aux deux campagnes électorales. À l'occasion d'une, en 70, j'étais président de comté du Parti québécois. Puis je suis devenu organisateur principal du candidat d'alors, qui s'appelait Georges-Henri Fortin, qui est un homme que je respectais beaucoup, pour qui j'avais beaucoup d'estime. Il s'était présenté en 70. Il souhaitait remettre cela, si on veut, se présenter de nouveau en 73. On s'était parlé, même si à ce moment-là, beaucoup de militants étaient venus me voir
pour me demander de me présenter, me voyait déjà en 1973 comme candidat du Parti québécois. Mais comme je respectais et j'avais beaucoup d'estime pour Georges-Henri Fortin, je n'ai pas voulu l'affronter dans une assemblée d'investiture. Je lui ai dit, très bien, allez-y, je vais être derrière vous pour cette fois-ci encore. Et lui-même m'avait dit, si je perds, ce qui est arrivé, ben là, je passe la main. Tu pourras, me disait-il à ce moment-là, prendre le relais. En 1976, quel genre de campagne vous avez mené? C'est votre première. Et est-ce que vous aviez pressenti la victoire? C'était ma première campagne comme candidat, mais ce n'était pas ma première campagne électorale. Alors, c'était une campagne qu'on a menée tambour battant, à fond de train. J'ai arpenté le comté à plusieurs reprises, d'un bord à l'autre. J'ai visité toutes les municipalités de ma circonscription. Enfin, une campagne là, vraiment menée à vive allure et à plein temps, c'est sûr, parce que j'avais obtenu un congé sans solde pour la période électorale. Et donc, à ce moment-là, oui, dès cette époque-là, au moment de la campagne électorale, déjà, je sentais que la victoire était au bout là, de cette campagne. Ça se sentait, c'était tangible là, dans l'opinion publique. Donc, ça n'a pas été une surprise, ma victoire. Évidemment, j'étais un peu plus surpris de la victoire, de la prise du pouvoir. La prise du pouvoir, bon, dans ma région, je voyais bien que le Parti québécois faisait beaucoup de progrès, et puis qu'on allait réussir à faire élire certainement plusieurs candidats, ce qui est arrivé d'ailleurs. On a raflé 4 comtés sur 5. Les libéraux ont gardé Roberval en 1976. Et pour vous, cette victoire du PQ en 1976, est-ce que c'était le grand soir? C'était une soirée absolument euphorique qu'on a vécue, que j'ai vécue, moi, dans ma circonscription, mais qu'après coup, j'ai su que ça s'était vécu un peu partout, dans toutes les circonscriptions, à travers tout le Québec. C'était un soir assez extraordinaire, une atmosphère vraiment euphorique, d'allégresse absolument extraordinaire, que j'ai plus jamais connu par la suite. Là. Après cette victoire-là, j'ai été réélu 5 autres fois. J'ai obtenu 6 mandats à l'Assemblée nationale. Et pour les autres victoires, j'ai jamais connu vraiment là, cette atmosphère-là. Je l'ai jamais revécu. Cette victoire électorale nous masquait un peu, en quelque sorte, occultait à ce moment-là la réalité politique du Québec. Là, on avait été élu avec 40 des voix. Alors donc, ça veut dire qu'il y avait 60 de la population qui ne nous accordait pas leur appui, mais on l'a un peu oublié là, dans l'euphorie du moment, on l'a un peu oublié. Et donc, à partir de ce moment-là, on était persuadés, moi j'étais persuadé que dans les années qui allaient suivre, on allait tenir un référendum, qu'on le gagnerait et que le Québec deviendrait un pays. Bien évidemment, cette illusion-là s'est dissipée par la suite. Comment se sont déroulées vos premières rencontres avec vos nouveaux collègues, là, que ce soit en caucus ou socialement? Il y avait des têtes d'affiche au PQ. Est-ce que vous étiez impressionné? Ah oui, parce que faut dire que moi, là, j'arrivais, on peut dire, de l'arrière-pays. J'étais pas quelqu'un qui avait une grande notoriété. Là. J'arrive ici, à l'Assemblée nationale, pour mes réunions de caucus, dans un décor impressionnant. Je n'étais pas venu souvent au Parlement, 1 ou 2 fois, tout au plus. C'est très impressionnant comme décor, comme bâtiment. Et puis, surtout, d'arriver dans des réunions de caucus puis de voir là toutes les têtes d'affiche du Parti québécois, les grands personnages politiques du Parti québécois, les Jacques Parizeau, René Lévesque, bien sûr, mais Jacques Parizeau, Jacques-Yvan Morin, le docteur Lorrain. J'étais, comme jeune député, arrivant à l'Assemblée nationale, là, tout frais élu, plutôt impressionné, oui. Et quelle responsabilité vous a-t-on confiée là, durant votre premier mandat?
Celle de député. Celle de député. J'ai fait partie, moi, de ce qu'on appelle, avec une pointe de mépris dans les médias. C'est regrettable, parce que je pense qu'il ne devrait pas avoir de mépris pour le métier, le simple métier de député. Ceux qu'on appelle encore les backbenchers, c'est-à-dire les députés d'arrière-ban. Donc, ils n'ont pas de fonction ministérielle. C'est un métier qui s'apprend sur le tas, en le pratiquant. Et c'est assez. Il faut faire des essais, des erreurs pour bien l'apprendre. C'est à ça que je me suis surtout consacré. Et je dirais aussi apprendre comment faire cheminer un dossier dans l'appareil gouvernemental qui est souvent très gros, très éloigné des vrais besoins de la population. Comment le faire avancer, ce dossier-là? Comment traiter aussi avec les électeurs, tout ça, comment aussi fonctionner, faire avancer un dossier auprès des ministres. Faut souvent les sensibiliser. Les ministres ne sont pas automatiquement, je dirais, attentifs aux projets venant des comtés, venant des députés. Alors donc, c'est ça que j'ai appris. Mais j'en ai profité pendant ce premier mandat-là pour prendre racine. Donc, établir une sorte de relation de complicité, de confiance aussi, avec la population que j'avais à représenter à l'Assemblée nationale. Ça, c'est capital parce que quand les vents contraires arrivent, l'enracinement que vous avez pris soin d'établir dans votre circonscription, ça vous aide souvent à passer à travers des vagues contraires, à travers des courants contraires. M. Brassard, vous parlez de votre enracinement dans votre région là, durant votre premier mandat. Est-ce qu'il y avait des attentes particulières dans le comté du Lac-Saint-Jean et ce qu'on appelle aussi une région ressources, donc éloignée des grands centres? Bien, on est obligé, quand on est député d'un comté comme celui-là, qui appartient à des régions ressources, on est obligé de toucher à toutes les facettes de la vie en société. Alors, c'est l'éducation avec les commissions scolaires, le monde municipal et tous ses problèmes, parce que on n'est pas comme dans les grands centres. Là. On a 12, 15, j'ai connu des députés qui avaient jusqu'à 30 municipalités dans leur circonscription. Alors, c'est autant de conseils municipaux, de maires, ça veut dire presque toujours le lundi de bureau de comté. Il y a toujours des maires qui sont sur l'agenda, en quelque sorte. Et donc, des problèmes forestiers, d'industrie forestière, des problèmes routiers, de communication. C'est multiple les dossiers qu'on doit toucher et qu'on doit appréhender, connaître. Quand on vient d'une région ressource, c'est toujours plus difficile de retenir l'attention de l'appareil de la fonction publique, de l'appareil de l'État. C'est même toujours plus difficile de retenir l'attention de ses propres collègues ministres. Alors donc, on apprend ça là, dès le début, quand on est député d'une région ressource, on apprend ça dès le début, que c'est jamais gagné d'avance. À quoi vous attribuez ça, la loi du nombre? Oui, c'est sûr. C'est sûr que l'aspect démographique est important. Le pourcentage de population, prenons le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est même pas 4 % de la population du Québec. Alors, c'est évident que ça joue, c'est un facteur. L'autre aussi, c'est l'incompréhension. Souvent, les appareils de l'État, les grands ministères, ils sont tous concentrés au centre, dans la capitale. Donc, par conséquent, il y a, dès le départ, une méconnaissance plus ou moins grande des dossiers régionaux et des projets qui viennent de ces régions-là. Et vos premiers pas à l'Assemblée nationale, vos premiers discours, vous vous en rappelez dans quel contexte? Oui, tout à fait. Je me rappelle de mon premier discours le soir. On siégeait encore le soir à ce moment-là. Il n'y avait pas de télédiffusion des débats non plus. Je me souviens que c'était à l'occasion. C'était sur le discours inaugural.
le premier discours inaugural. Alors donc, on pouvait parler d'un peu de tout. C'est la règle parlementaire. Discours inaugural et budget, on peut parler de tout dans son discours. Alors, j'avais parlé de ma région, évidemment, du développement régional, forcément. J'avais centré mon discours là-dessus. J'étais nerveux, comme tous les jeunes députés nouveaux qui font leur premier discours à l'Assemblée nationale. On est toujours un peu stressé et nerveux. Et je me souviens, Gérard Delévesque, qui était chef d'opposition, parce qu'il avait remplacé Bourassa, qui avait démissionné tout de suite après l'élection, en 1976. Gérard Delévesque était là. Lui, c'était un vieux parlementaire aguerri de la vieille époque. Et il était là le soir de mon premier discours. Il était resté là pendant tout le temps que je l'ai prononcé. Et il s'est même élevé pour me poser une question à l'Assemblée. Et j'avais accepté. Je ne me souviens plus quelle réponse j'ai donnée, cependant. Mais ça m'avait aussi impressionné parce qu'il était venu après ça, Gérard Delévesque s'était levé, puis il était venu me féliciter parce que c'était mon premier discours à l'Assemblée nationale. Et est-ce que vous avez pris avantage de cette façon de bien manier l'art oratoire sur vos adversaires? Bien, ça m'a beaucoup servi au Parlement. Ça, c'est évident parce que le Parlement, c'est un lieu de débat. Donc, c'est un lieu où l'on parle, où l'on fait des discours, où l'on fait des interventions. Alors donc, c'est sûr que quand vous avez une certaine maîtrise de l'art oratoire, ça vous aide à bien, je dirais, manœuvrer, à bien évoluer dans le milieu parlementaire. Et puis moi, tout de suite, contrairement à certains de mes collègues, encore une fois, j'ai pris goût à la joute parlementaire. La confrontation parlementaire, j'ai toujours aimé ça dès le départ. C'est pas vrai de bien des députés. Il y a des députés qui n'aimaient que leur travail de comté. J'ai connu des députés qui étaient de très bons députés, mais le Parlement, il n'aimait pas ça. Il n'aimait pas les commissions parlementaires non plus. Faire des discours à l'Assemblée nationale, il n'aimait pas ça. Il fallait souvent les contraindre. C'était le travail du whip que j'ai occupé pendant plusieurs années. Il fallait dire, ben là, non, il faut que tu fasses un discours parce qu'il fallait faire en sorte qu'on participe au débat comme parti politique. Et ce talent d'orateur, est-ce que ça vous a amené à jouer un rôle particulier à la campagne référendaire et même pré-référendaire de 80? Oui, d'une certaine façon, surtout dans ma région, mais aussi ailleurs, dans certaines régions du Québec où j'étais invité comme orateur, mais surtout dans ma région. Dans mon comté, bien sûr, en 80, c'est certain. Et cette campagne référendaire de 80, d'abord, la question, est-ce que vous la trouviez correcte ou trop timide ou... Moi, je la trouvais convenable pour le moment où la campagne avait lieu. Et convenable aussi en regard de l'état de l'opinion publique. Si on avait posé une question qu'on peut qualifier de dure, c'est sûr qu'on n'aurait pas eu les résultats. On aurait eu encore un niveau d'adhésion plus faible pour le projet de souveraineté. Alors donc, moi, je pense que oui, c'était la question qu'il fallait poser à ce moment-là. Bon, alors par conséquent, la stratégie référendaire, y incluant la question, ont obtenu mon aval et mon accord. J'étais d'accord avec tout ça. Et donc, le soir de la défaite, est-ce que vous aviez vu venir cette défaite-là en 80 et qu'est-ce que vous avez ressenti là, dans les heures qui ont suivi? Moi, je ne la voyais pas venir dans mon comté ni dans ma région. On sait, la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean, en 80, c'était une des rares régions qui a donné une majorité substantielle à la souveraineté. Donc, dans la campagne référendaire dans ma région, je ne constatais pas les résultats qu'on a obtenus. Je ne les constatais pas. La défaite, je ne la voyais pas venir, la défaite. Mais c'est sûr que j'avais quand même des informations. On avait quand même des informations venant d'ailleurs. J'ai sorti ailleurs aussi. Je suis allé dans d'autres régions à ce moment-là. J'ai bien vu que c'était pas du tout la même chose que dans ma région, là. Et c'était une grande déception pour vous? Ah, énorme, énorme. Vraiment, là,
J'étais comme René Lévesque, quand on le voit encore une fois le soir du 20 mai 80, il est abattu, défait, atterré d'une certaine façon, déçu aussi fortement. Moi, c'était aussi mon cas. C'était aussi mon cas. Et c'était un peu aussi la fin de l'illusion un peu candide qu'on avait entretenue, puis qui avait été la nôtre le soir du 15 novembre 1976, ce dont je vous parlais tantôt. Cette victoire électorale nous faisait anticiper presque à coup sûr une victoire référendaire. Bien là, on s'est rendu compte que non, c'était pas automatique. Mais croyez-vous, comme certains l'ont prétendu, même plusieurs, que justement la victoire du PQ en 1976, ensuite l'adoption de la loi 101, ont créé une sorte de sécurité culturelle qui aurait eu comme conséquence de faire baisser la ferveur souverainiste? Moi, je suis de ceux qui pensent que oui. Dans quelle proportion et dans quelle ampleur, c'est assez difficile à mesurer. Mais c'est sûr que la loi 101, la présence d'un gouvernement qui défendait avec force les intérêts du Québec, c'est sûr que ça a créé un certain climat ou sentiment de sécurité culturelle et linguistique aussi à travers les Québécois, chez les Québécois. Et peut-être que ça a eu un effet sur l'adhésion à la souveraineté ou sur la reconnaissance de la nécessité de la souveraineté. Moi, je pense que ça a eu un certain effet. Vous dites que vous avez été très déçu du résultat du référendum de 80. Est-ce que vous avez songé à tout abandonner, d'abandonner la politique à ce moment-là? Non, je dois dire non, pas du tout, pas du tout. Pourquoi? Parce qu'il y aurait pu avoir une certaine cohérence si j'avais décidé de tout lâcher. Mais moi, j'explique ça, ma décision, par le fait que j'avais pris le goût à la politique. J'étais devenu passionné de politique. Et en 81, nouvelle campagne électorale, votre deuxième. Est-ce que le moment était bien choisi de la tenir en avril 81? Et est-ce que vous avez mené une campagne différente de la première? Le moment était bien choisi parce qu'on se souvient qu'à l'époque, à l'automne 80, le référendum avait eu lieu au printemps 80, à l'automne 80, il y a un gros débat là, qui a eu lieu au sein du Parti québécois, de l'aile parlementaire, le caucus, le Conseil des ministres, parce qu'on était en fin de mandat. On était en fin de mandat. Ça faisait 4 ans, à l'automne 80, 4 ans. Donc, la question se pose, est-ce qu'on va en élection ou pas? La plupart du temps, c'est le chef qui tranche. Et là, je pense que l'évêque a eu une bonne intuition parce qu'il a tranché pour le printemps 81. Après analyse de la situation, lui, sa conclusion, c'était c'est risqué d'y aller à l'automne 80. Attendons au printemps. Très bonne décision, très sage décision, parce qu'au printemps, là, vraiment, les sondages étaient excellents pour nous, étaient très, très bons pour nous. Il faut dire que le Parti libéral, qui était dirigé par M. Ryan à l'époque, il avait de la misère à reprendre pied dans le Québec francophone. Et là, vraiment, c'était une campagne menée tambour battant. Et ça a été le plus grand triomphe électoral de toute l'histoire du Parti québécois, 81. On s'est approché, on a frôlé les 50 % d'appui. Vraiment, ça n'a plus jamais arrivé par la suite. Jamais, jamais. On n'a jamais retrouvé un niveau d'adhésion aussi fort. Presque 50 %, c'est énorme, considérable. Alors, évidemment, plus de députés encore qu'en 1976. Alors, on était, en position de faire un autre mandat fort intéressant et très fructueux en réformes, en projets de loi, etc. Mais ça n'a pas fonctionné parce que est arrivé presque immédiatement après l'élection
de 81, on s'est retrouvé en pleine crise économique. Une dépression comme l'Occident n'en avait pas connu, disait-on à l'époque. Ben, c'était un mandat extrêmement dur, éprouvant, déchirant. Il y a eu des déchirements au sein du parti, on le sait, à propos du beau risque. Mais d'abord, la crise économique nous a obligés à prendre des décisions très impopulaires à l'endroit des fonctionnaires, des employés du secteur public et parapublic. On est obligé de réduire les niveaux d'augmentation qui étaient prévus dans les conventions collectives. Alors là, c'était l'enfer. On a vécu l'enfer des manifestations extrêmement violentes, agressives à l'endroit du gouvernement par l'ensemble des syndiqués de la fonction publique et parapublique. Moi, je me souviens, là, dans mon comté, à ce moment-là, c'est sûr, j'étais un enseignant. Donc, j'étais issu du milieu de l'enseignement. Alors, c'est clair, à ce moment-là, j'ai fait l'objet d'une campagne absolument ravageuse à mon endroit par les syndicats de l'enseignement. J'ai rompu avec des anciens collègues à cette époque-là et à qui, maintenant on est en 2007, à qui je ne parle plus encore. Hein, c'était la rupture totale. C'était effrayant comme climat qu'on a vécu à cause de cette crise économique, puis à cause des décisions, évidemment, impopulaires qu'on a dû prendre. Alors, pas besoin de vous dire que dans les sondages, là, le Parti québécois a tombé, a chuté dramatiquement dans les sondages. Je vous remercie, M. Brassard. C'est moi qui vous remercie, M. Morin.